Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du Grand Prix d'Australie, le troisième rendez-vous de la saison. Un troisième rendez-vous que je n'ai pas pu débriefer aussi vite que les précédents car j'étais ce week-end au Portugal pour le Grand Prix moto. Team Zarco, si vous ne connaissez pas la série, ça recommence bientôt. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais bref, même si on a un peu de retard par rapport à d'habitude, on va quand même débriefer ce Grand Prix de Formule 1 parce que non seulement il s'est passé énormément de choses et il y a beaucoup à dire, mais aussi car vous le savez, tous les Grands Prix sont débriefés. On va aller dans un instant en détail sur chaque équipe, sur chaque pilote, comme d'habitude, mais avant, une petite prise de vue générale pour dire que dès les essais libres, on a senti que ce week-end pouvait sentir bon, tellement ça avait l'air serré, notamment entre 3 équipes, entre 4 ou 5 pilotes. Malheureusement, j'ai été un peu déçu par la qualification. Je pensais que ça nous avait tué un peu déjà la course du dimanche, mais grâce à un fait de course mécanique et à 2 ou 3 belles choses, on a quand même eu un bon Grand Prix ce dimanche. Le meilleur de cette saison pour l'instant, ça semble une évidence. Alors attention quand même, parce que si c'est pas Verstappen qui abandonne, mais Bottas, la note passe de 8 sur 10 à 5 sur 10, donc voilà, on va un petit peu mesurer aussi la qualité intrinsèque du Grand Prix n'était pas non plus complètement folle, c'est juste que les hommes aux avant-postes changent un peu et qu'après tant de Grand Prix de domination, d'un point de vue spectacle, forcément ça booste un petit peu le tout, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des vrais échelons dans cette course, un petit peu plus que d'habitude peut-être même, et qu'en dehors une lutte à un moment donné pour la deuxième, troisième place qui finalement n'a vraiment jamais eu lieu en dehors des arrêts au stand, et une lutte pour la P10 qui elle était un peu plus animée, et encore que, bon, il faut pas non plus s'emballer sur la qualité du Grand Prix, les rythmes étaient serrés, mais pas non plus dans un mouchoir de poche et je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Mais voilà, c'était quand même un très très bon Grand Prix. Même ça a récompensé le fait de se lever à 5h, 4h même au Portugal. Et je pense qu'une nouvelle fois, il faut saluer ce circuit de l'Albert Park modifié, beaucoup plus rapide que des zones de pleine charge qui s'enchaînent avec des virages rapides, qui restent quand même intéressants techniquement. L'enchaînement 9-10 est absolument splendide. Et tous ces DRS qui se suivent, ces 4 zones DRS, ça fait que voilà, il y a de la bagarre, il y a du suspense, les pilotes sont proches. Et ça, c'est vraiment très cool. On va un peu se poser la question plus tard dans ce débrief s'il n'y a pas un des virages qui pose problème. Je pense au crash de George Russell, on y viendra. Mais voilà, saluons ce beau Grand Prix d'Australie qui est toujours un Grand Prix qu'on adore retrouver dans la saison. Et est-ce que celui de la saison 2024 a relancé le championnat ? C'est la question qu'on va se poser et à laquelle on va tenter de répondre en démarrant le débrief équipe par équipe. Et on commence avec Red Bull, oui, même s'ils n'ont pas gagné, parce que c'est un petit peu le gros temps fort. Une Red Bull, en tout cas la Red Bull Verstappen, n'a pas gagné, c'est un événement pour nous. Une Red Bull qui abandonne, c'est complètement fou aussi. Ça faisait 43 courses que Verstappen atteignait l'arrivée. Il n'avait pas abandonné depuis l'Australie il y a 2 ans. Voilà, cette écope de frein qui s'est quasiment brisée dès le départ et qui a rendu sa course impossible, quoiqu'il a quand même pas mal résisté dans les 2-3 tours qu'il a fait avant de rentrer au stand. La question c'est, aurait-il gagné cette course sans ce souci? Et probablement oui, d'autant qu'il partait de la pole et qu'il avait conservé l'avantage au premier virage. Donc voilà, faut pas trop non plus s'emballer. On a vu une autre équipe gagner de fort belle manière et on a un petit peu l'impression que la saison est totalement relancée sportivement. Non, Red Bull, malgré un week-end où ils étaient plus en difficulté clairement, on l'a vu sur la dégradation, on l'a vu sur le rythme de course, les simulations, même le tour rapide, au final la pole, encore une fois, arrive un petit peu nulle part pour Verstappen, n'était pas censé lui revenir, il a fait un excellent tour notamment dans le secteur 3 du tout dernier tour de Q3. Bon voilà, c'est un week-end plus compliqué pour Red Bull, mais ils auraient quand même je pense gagné. Donc tempérons, oui c'est positif d'un point de vue resserrement de la compétition, mais voilà, l'abandon y est pour énormément évidemment. Je pense qu'il n'était pas battable à la régulière, mais qu'il aurait eu une avance moins grande que sur tous les autres circuits et encore moins grande que l'an dernier. Donc vraiment, ça va dans le bon sens. En plus, à partir du Japon, on va entrer dans une phase de développement où là, les choses peuvent bouger de plus en plus vite. Les upgrades vont arriver et à partir de là, le championnat va commencer à changer. Certains diront peut-être que le rythme de Perez, qui était vraiment pas terrible, à un moment donné, il avait de l'air libre, il était moins rapide que les McLaren, prouve que Verstappen, lui, n'aurait pas gagné. Je mets 2 réserves. D'abord, Perez avait des dégâts qui lui ont coûté beaucoup de points à héros, donc dur de juger vraiment sa performance en piste. Et puis, Verstappen, on sait que c'est pas du tout pareil que Sergio Perez, donc pour tenter d'imaginer le résultat de Verstappen, j'irai pas forcément prendre celui de Perez en comparaison. Par contre, là où le championnat il est relancé, c'est clairement comptablement, puisque Leclerc n'est plus qu'à 4 points de Verstappen, et je crois que Sainz en est à 11, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça prouve que même si Red Bull est sur une fantastique dynamique depuis 1 an et demi, 2 ans, et que voilà, ils avaient déjà tout écrasé sur les 2 premiers Grands Prix, comptablement, on n'est qu'à la 3e course d'une saison qui va en compter 24, et donc forcément, ça ne veut rien dire. On a déjà vu des pilotes avoir 60 points d'avance et les perdre. Donc voilà, rien n'est acquis.
Red Bull reste le favori évidemment et Verstappen surtout, parce que là où je commence à avoir des doutes pour eux, c'est le constructeur. Parce qu'avec tout ça, Ferrari est revenu à 4 points, il me semble, et qu'on a vu que Pérez commence déjà à galérer. On l'a dit sur les 2 premiers Grands Prix, certes, il y a eu doublé, mais Pérez était moins fort que l'an dernier à la même époque, donc déjà un peu plus en galère. Ça va pour l'instant en qualif où il reste à 3-4 dixièmes de max les 3 fois, donc ça, c'est dans la zone de confort, c'est plutôt logique, j'ai envie de dire. Par contre, en course, voilà, son Grand Prix, même s'il est dur à juger, il montre déjà qu'il galère. Et ouais, Ferrari avec son duo de pilotes très très fort et la voiture qui répond présente tout le temps et qui maximise. Ouais, je pense que cette saison, on peut avoir une saison très ouverte au niveau du championnat constructeur à minima et que la Scuderia est pas du tout incapable d'aller nous le chercher. Donc bon, attention, je suis pas fondamentalement inquiet parce que je pense que dès le Japon, ils vont montrer qu'en fait, voilà, il y a eu un souci mécanique, mais Max, il aurait gagné cette course et il reste largement devant pour l'instant. Mais attention, ça se réduit, le développement arrive, et puis il y a toute cette ambiance interne avec l'affaire qui n'en finit plus, enfin on sait pas vraiment où ça en est, le rôle de Pérez, le potentiel pilote à aller chercher pour la saison prochaine, Verstappen qui abandonne, je pense que dans sa tête, faut pas qu'il abandonne 2 fois de suite parce que sinon ça va pas du tout lui plaire. Voilà, il y a une petite froideur qui s'installe et attention, si jamais ce couac de l'Australie mécanique est accompagné d'un deuxième couac au Japon, quel qu'il soit, ouais, peut-être que les choses pourraient commencer un petit peu à dérailler, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le mot. Donc voilà, je m'inquiète pas fondamentalement pour Red Bull, mais voilà, je me dis qu'une fois, ça arrive, pas de souci. Maintenant, faut pas que ça se reproduise, et surtout, faut que le développement, eux, ils suivent, parce que derrière, on a vu qu'il y a des équipes très motivées, notamment une sur laquelle on va venir tout de suite. Et oui, c'est forcément Ferrari avec ce magnifique doublé des rouges. Alors j'ai cru longtemps qu'ils allaient avoir des gros regrets sur ce week-end parce que dès vendredi, on a senti qu'ils étaient ultra à l'aise sur cette piste. Elle leur correspond parfaitement. La voiture, elle a directement répondu sur le tour rapide, sur la dégradation, sur le rythme de course. C'était vraiment très très bon. Le souci, c'est que depuis le début de saison chez Ferrari, la Q3 se passe pas terrible. On se rappelle qu'à Bahreïn, Leclerc avait le meilleur temps absolu en Q2 et n'avait pas signé la pole en Q3. C'était aussi un petit peu moins bien, je crois, à Jeddah de son côté. Et là, voilà, encore une fois, ça n'a pas totalement marché. Il a dû tenter, ça l'a forcé à tenter quelque chose et c'est totalement foiré. Du coup, il partait que 6e puis 5e après la pénalité de Checo, un truc comme ça, 5e puis 4e. Ce qui leur a coûté cher aussi en qualif, c'est l'erreur de Sainz au virage 9, il me semble, où il perd 4 dixièmes. Donc clairement, sans ça, il avait la pole. Donc voilà. Petit regret, bon finalement avec l'abandon de Verstappen et la superbe course qui a eu lieu, on se pose plus la question et ils ont cette victoire, ils ont ce premier doublé de l'Invasseur et au moins on leur posera plus cette question, ils ne seront plus dans l'attente toute cette saison. Ça c'est un énorme truc de cocher et surtout ce qu'il faut dire c'est que après cette qualif, donc à partir du départ de la course, ils ont été absolument parfaits, magistraux. Carlos Sainz, on n'en parle même pas, et le mec, il y a 2 semaines, il était à l'hôpital, là, il fait ça, c'est absolument exceptionnel. Il a fait un week-end parfait. Vendredi, doucement, j'ai senti, et puis la qualif, voilà, il a dominé Leclerc Q1, Q2, Q3, et il a fait le meilleur Grand Prix, plus de rythme que Leclerc, notamment dans le deuxième stint, où il avait un rythme dingo, complètement dingo, il a maîtrisé la course de A à Z complètement. On va venir sur Leclerc dans un instant, il y a que 3 secondes sur la ligne, donc c'est pas non plus une claque, mais voilà, il n'y a pas photo sur lequel des 2 pilotes était le plus à l'aise et le plus rapide ce week-end. Et Carlos prend une victoire absolument sensationnelle, qui me rappelle celle de Singapour, vraiment. Et là, on commence à se dire, ah ouais, déjà Bahreïn c'était prometteur, bon là il a cet appendicite, il revient, il est direct performant. Donc ouais, il est en train de devenir un des pilote de tout premier ordre. Je vous l'ai dit, moi j'ai toujours eu du mal à le considérer comme ça. Singapour, je m'étais dit, ah en fait peut-être, derrière il n'avait pas vraiment confirmé. Là, le début 2024, il est totalement dans ce ton-là. On sent qu'il est à l'aise d'entrée de jeu avec la voiture, ce qui n'a pas été le cas lors des 2 dernières saisons. Donc franchement, c'est bluffant. Il est en train de s'inscrire, de montrer à tout le monde que ouais, bah, quand tu auras Red Bull un petit peu moins en forme, bah ouais, lui aussi il peut gagner, totalement à la régulière. Ça, franchement, je l'aurais pas cru il y a 1 an, donc magnifique. Et puis bah voilà, évidemment, sur le côté mercato, il a toujours pas de job pour l'an prochain, il l'a dit lui-même. Bon là, il est clairement en train de s'imposer comme un pilote à côté duquel aucune équipe ne peut passer. Aujourd'hui, si vous êtes, bon, évidemment Audi Aston, vous allez le draguer direct. Pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Mais aujourd'hui, si vous êtes Mercedes ou Red Bull, vous vous dites, ah ouais, une petite paire Russell-Sainz, en fait, bah j'ai pas mieux quoi. Donc bon, Carlos, exceptionnel. Exceptionnel aussi Ferrari, hein, tout du long, la stratégie, les arrêts au bon moment, les arrêts parfaits. Ça fait des années que je me bats dans le vent pour dire que non, Ferrari n'est pas mauvaise sur les arrêts au stand. Si vous regardez la moyenne des arrêts des saisons, des 4-5 dernières saisons, Ferrari est 2e derrière Red Bull ou 3e quand des fois McLaren s'insère, tout le temps. Ils ont des records d'arrêts au stand excellents. Ça fait des années que les gens disent « Ah, les arrêts de Ferrari !» parce qu'il y en a eu 2 ou 3 de marquants de ratés, mais Ferrari est une des meilleures équipes, la 2e meilleure équipe aux arrêts au stand. Ils l'ont prouvé, ils le prouvent sans cesse. Donc voilà, parfait, le rythme, la gestion, aucune
panique. Il y a encore évidemment du chemin à faire en performance pour être la meilleure équipe. Il y a aussi sûrement des trucs en interne qu'il faut encore régler. Tout n'est pas réglé en un an sous Vasseur. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, cette équipe, elle a produit une voiture très performante et très saine, la deuxième meilleure de cette saison, il n'y a pas photo, et bien meilleure que l'an dernier, bien plus proche de Red Bull déjà, et l'équipe aujourd'hui, elle est tellement saine, c'est incroyable. Bon, c'est aussi un petit peu la lune de miel, tout marche bien, mais voilà, il n'y a que du travail à saluer, et évidemment, ce double succès, même s'il est un peu dû aussi à l'abandon de Verstappen, il est pour Vasseur, il est clairement pour Vasseur, magnifique. Et puis sur Leclerc, j'ai pas grand chose à dire au final, il a fait un bon week-end, mais moins performant que son coéquipier, notamment au moment où ça compte, en qualif. Pourtant, il dominait le début du week-end, les essais libres, etc. On sentait vraiment qu'il était en forme. Et arrivé en qualif, ça n'a plus vraiment fonctionné pour lui. Et il tente cette fameuse approche différente pour mieux réussir sa Q3, ce qui a été totalement raté de sa part. Et donc, du coup, il part un petit peu loin. Son Grand Prix, il est très très bon. Hein. Il remonte direct à la place où il faut. Il va chercher les deux McLaren, notamment une fois grâce à un undercut très bien joué de la part de Ferrari. Et après, là où il galère, c'est dans le deuxième relais où il se fait un peu éclater par Sainz parce qu'il n'a pas du tout réussi à maintenir ses pneus. Il a eu du graining, notamment à l'avant gauche. Après voilà, hein, il fait une très bonne course, il fait deuxième, il va chercher le meilleur tour, il est qu'à 3 secondes à l'arrivée au moment de la virtual safety car. Oui, bon voilà, ça reste un très bon week-end de sa part, mais quand on est Charles Leclerc, qu'on est un potentiel champion du monde, en tout cas qu'on veut l'être, qu'on va accueillir l'an prochain Hamilton, qu'on est le gars que Ferrari a gardé en virant l'autre, bah ouais, cette victoire, elle devait être pour lui, et je pense qu'il est le premier à le savoir. D'ailleurs, les deux dernières victoires, Singapour, Australie, c'est une petite faute de sa part qui ne l'est pas remporté. Alors bon, il est plus performant que Sainz 90% des week-ends. D'ailleurs, sur tous les week-ends entre Singapour et l'Australie, il a été meilleur que Sainz, plus performant. Mais les deux fois où il a eu l'occasion de victoire, bah, c'est Sainz qui a été devant et total mérite. Donc de la part de Leclerc, c'est forcément un petit peu décevant. La performance était un petit peu trop en dessous pour aller la chercher. Et ouais, il aurait dû, ça aurait dû être ces deux victoires, Singapour et l'Australie, clairement. Je pense qu'il est le premier à le savoir au fond de lui et qu'à l'arrivée, c'est lui encore une fois qui a l'analyse la plus lucide de sa performance. Super résultat d'équipe, il était quand même là, mais voilà, il est obligé de ne pas être totalement satisfait de son propre boulot. Bon voilà, hein, sur Ferrari, j'ai pas plus à dire, le début de saison il est parfait quoi, la perf elle est là, l'optimisation elle est là, la maximisation, tout fonctionne, il se rate sur rien du tout, c'est magnifique. Il y a juste les copes de frein de Leclerc à Bahreïn là, mais au final ils font quand même 3e et 4e et je pense pas qu'il y avait grand chose de plus à aller chercher. Magnifique, magnifique. Et maintenant, ce que je veux voir, c'est la durée. Le duel Sainz-Leclerc, d'autant plus que la fin de saison approchant, bah, Ferrari va peut-être commencer à dire à Sainz, tu peux plus trop regarder tel et tel truc, ce qui est absolument logique. Et on va voir comment Leclerc va vouloir reprendre le dessus. Et voilà, aussi ce que je veux voir, c'est le constructeur. Je pense que Ferrari, vu la marge réduite avec Red Bull et les galères de Perez qui arrivent déjà et qui vont arriver encore plus, Ferrari doit jouer le constructeur. Vraiment. Et ça va être magnifique à observer. On continue avec McLaren sur qui encore une fois je n'aurai que du positif à dire. Tout n'est pas encore parfait, on va y venir, il y a quelques petites choses qui manquent pour l'instant et eux-mêmes le disent, ils ne sont pas à 100%. Bah pour une équipe pas à 100%, c'est déjà absolument génial. Les deux pilotes sont assez proches pour prendre des résultats d'ensemble quasiment maximisés à chaque fois et la performance elle est bien, il n'y a pas d'erreur, magnifique. Je pense aussi, encore une fois, que ce type de circuit leur va. L'Australie leur va bien. Je pense que le Japon, dans 2 semaines, leur ira peut-être encore mieux. Donc, c'est prometteur. Je pense qu'ils vont aller que crescendo pour l'instant. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Il leur en manque encore un petit peu en qualif. Ils sont bien placés, hein, mais ils peuvent pas jouer la première ligne, vraiment, pour l'instant, ni la pole, absolument pas. On a vu que Ferrari et Red Bull avaient plus de rythme. Donc, forcément, bah, ils partent derrière la Scuderia, et bon, du coup à ce moment-là c'est compliqué d'aller les chercher en course parce qu'ils n'ont pas vraiment le surplus vitesse de pointe et le surplus de rythme c'est kiff un petit peu en dessous, donc si vous n'avez pas la track position, bah, vous passez pas. Donc pour l'instant, il faut qu'ils débloquent ça si vraiment ils veulent aller chercher encore plus haut. C'est ce qui fait que pour l'instant ils sont bloqués à la 3e force du plateau et qu'ils ne peuvent pas vraiment aller titiller Ferrari, ni Red Bull, pas du tout. Après, quand même, je trouve que le moment de l'arrêt au stand de Norris, le premier, laisse à désirer. Leclerc s'arrête, je crois, 6 ou 8 tours avant Norris, et on sait que l'undercut, il marche extrêmement bien avec ses Formule 1, et on l'a pu le constater direct encore sur ce circuit. Donc ouais, ils ont fait perdre la 2e place à Norris sur la piste face à Leclerc à ce moment-là, et derrière, je pense qu'il n'a pas pu aller le rechercher. Est-ce que, comme Norris l'a dit, s'ils avaient couvert l'arrêt de Leclerc direct, il serait resté devant? Ça oui, mais est-ce qu'il serait resté devant jusqu'au bout? Je pense que oui, vu les difficultés de Leclerc sur le 2e relais. Donc ouais, bah, petit regret, parce que la 2e place était jouable, c'est pas non plus un drame, mais attention sur le moment des arrêts.
Par contre, ce qui a été totalement bien fait, c'est le moment du swap des pilotes. Il y a une différence de rythme encore entre Piastri et Norris, donc le pilote le plus rapide a pu être passé devant et aller chercher le meilleur résultat possible à ce moment-là. Donc ça c'était bien joué. Norris qui a été vraiment excellent, parfait ce week-end. Peut-être qu'il aurait pu en gratter un petit peu plus en qualif si vraiment il est un pilote de top premier rang. Peut-être qu'il va chercher les 1 ou 2 dixièmes qui lui permettent d'être deuxième ou troisième sur la grille et donc de mieux s'en sortir peut-être le dimanche face à un Leclerc. Bon, ouais, et de jouer pourquoi pas la victoire, même si je pense qu'elle n'était pas jouable en termes de pur rythme face à Carlos. Top pour Norris, c'est vraiment le Norris que j'adore. Voilà, il est là, il y a des gros résultats à aller chercher. Il est là, il va chercher, c'est son premier podium de la saison, c'est mérité. Piastri, lui, franchement, c'est très bon, notamment en qualif, où je trouve qu'il y a vraiment quasiment plus de marge entre les deux pilotes McLaren. Il était d'ailleurs devant en Q1 et en Q2, et c'est un petit peu raté, il me semble, en Q3. Voilà, il est très bon. Par contre, en termes de rythme de course, j'avais vu mieux que ça du côté de Bahreïn. Jeddah, on peut pas comparer, parce que stratégie décalée, mais là, c'était quand même un petit poil en dessous, on l'a vu, il a eu du mal à tenir le rythme au début, oui, parce qu'il y a le DRS avec le groupe, avec Leclerc, mais sur le deuxième puis le troisième relais, quand même, l'écart, il se sent. C'est pas un écart énorme, c'est un écart tout à fait acceptable pour un rookie, mais je continue de me dire, si jamais ils sont pas dans une McLaren et ils sont dans une Williams, en plus il y a la petite erreur, est-ce que si Sargent prend le même écart avec l'erreur et finit 17ème, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de lui taper dessus et de lui mettre une moins bonne note? Bon, voilà, je ne veux pas dénigrer Piastri, vous connaissez mon avis sur ce talentueux bonhomme qui, oui, effectivement, a des chances peut-être un jour d'être champion du monde, ça me paraît tout à fait évident de le penser. Mais voilà, c'était un bon week-end pour Oscar, mais je n'irai pas plus haut, encore une fois, je pense qu'il faut rester mesuré, même si à l'arrivée ça affiche P4 et que c'est très attirant. Voilà. En tout cas pour McLaren, ils progressent, ils ont déjà engrangé, j'ai dit mal sur les mots aujourd'hui, engrangé beaucoup de points, ils sont pour l'instant bien devant Mercedes ou autre, c'est la troisième force du plateau, le Japon arrive, ils vont adorer, ils ont plein d'évolutions qui arrivent aussi dans les bacs, que du positif pour l'instant, et je le dis pour l'instant, je ne les vois que sur une dynamique montante. Donc bravo, faut continuer comme ça. Par contre, eux devraient changer des choses et sûrement même pas mal. Évidemment, on parle de Mercedes qui, après Jeddah, a vécu une nouvelle catastrophe. Alors évidemment, il y a le double abandon mécanique pour Lewis Hamilton, accident pour Russell. On va y venir évidemment sur cet accident qui fait énormément parler. Donc ça, forcément, ça fait mal. Mais pour moi, le plus douloureux, c'est la performance de la voiture et son rythme. Son instabilité, on l'avait déjà vu à Jeddah, c'est le circuit qui se ressemble un peu avec beaucoup de virages rapides, il craignait Melbourne pour ça, bah ouais, on l'a vu, cette voiture sur le train arrière, elle a beaucoup de mal, et donc forcément ça coûte énormément de temps autour, et les pilotes ne sont pas à l'aise dedans, surtout Hamilton qui a besoin d'un arrière assez stable. En qualif, ils sont à la limite Q2, Q3, pas du tout dans le match avec les autres, et en course, il y a un vrai monde d'écart avec les 2-3 meilleures écuries, donc avec les 3 meilleures écuries même carrément, voire peut-être un peu vis-à-vis d'Aston Martin, ça se joue dans un mouchoir de poche, donc forcément c'est un week-end extrêmement négatif pour Mercedes, un week-end qui confirme que leurs difficultés profondes sur la voiture sont réelles. Attention, ils étaient vraiment sur le type de circuit qu'ils n'aiment pas, et je me rappelle qu'à Bahreïn, Russell était dans la course presque quasiment avec les Ferrari, même si chacun a eu un peu des soucis. Donc je me dis que sur d'autres circuits plus classiques, ce sera mieux. Mais bon, là ça va pas, et le Japon qui arrive derrière, c'est un peu la même, donc ouais, Mercedes, ce n'est pas bon du tout. On va attendre de voir la saison se développer et de voir comment ils vont faire évoluer cette machine, si j'arrive à régler ou pas leurs problèmes, mais effectivement, on est sur un beau retour en arrière, et même quand on compare, finalement, la 0 ponton de 2022, elle démarrait la saison moins loin de la tête que cette voiture de cette saison, et même l'an dernier, on peut se poser la question, donc forcément, c'est très négatif pour l'instant ce qui se passe chez Mercedes, et on verra sur la durée, avec en plus un Hamilton, on a dit, qui n'est pas à l'aise et qui fait son plus mauvais début de saison comptable de son histoire, ça c'est clair. Est-ce que c'est son plus mauvais début de saison tout court en tant que pilote? Bon là, il n'est pas aidé par l'abandon, mais il galérait clairement ce week-end, on l'a vu. Voilà, je pense qu'on n'est pas loin, on peut le penser en tout cas. Et George Russell, lui, en course, il allait prendre le meilleur résultat possible. On rappelle qu'Alonso ne lui est passé devant que parce qu'il y avait une virtual safety car à un moment donné. Donc voilà, et puis il y a ce crash à l'arrivée. Alors, je pense que c'est pas vraiment la faute de Russell, ça déjà premier point, parce qu'il est déventé, il perd la voiture, et ensuite c'est spectaculaire pour au final une sortie de piste assez classique. Et pour la responsabilité d'Alonso, on verra ça juste après dans la partie Aston Martin. Dernier point sur cet accident par rapport à Russell, c'est qu'il faut changer les dégagements de ce virage. Il a énormément changé, on y arrive bien plus vite qu'avant, et c'est la 3e fois qu'on voit un pilote, après son crash contre le Tech Pro, revenir sur la piste. Le crash en soi, il est même pas ultra violent de Russell, c'est un crash fort, mais classique. Regardez comment ça termine, plein milieu de la piste. Alors le fait qu'il soit sur le côté, c'est à cause des roues qui restent attachées, on sait ça peut être souvent un problème ça, mais bon,
Le gros problème dans cette histoire, c'est pas les roues, c'est le fait qu'il est au milieu de la piste. Et on a vu pareil pour Albon l'an dernier après son crash, on a vu pareil pour Auger aussi en Formule 2 dimanche matin. Voilà, il est clair, ce virage maintenant, c'est comme le raidillon, le dégagement est mal pensé parce qu'on l'a changé, donc il faut changer le dégagement. Voilà, ça me paraît évident, et s'il n'y a pas de changement fait avant l'année prochaine, ça me paraît une décision absolument dangereuse pour la santé des pilotes. Et pour finir sur cet incident, on ouvre la page Aston Martin. Alonso est-il responsable? Mérite-t-il cette pénalité de 20 secondes, l'équivalent d'un drive-through? On rappelle ce qu'il a fait, il a freiné bien plus tôt, je crois à peu près 100 mètres plus tôt que prévu, fort une première fois, puis une deuxième fois, et il a pris son virage. Bon, lui se défend en disant qu'il voulait maximiser la sortie de son virage pour empêcher que Russell ne le double ensuite sur la ligne droite avec DRS. C'est une manœuvre qui, moi, me paraît totalement juste. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fait ça de toute la course, même sur les tours d'avant où Russell le menaçait déjà. Donc bon, ok, pourquoi pas. En plus, après, il a ce souci moteur. Juste après l'accident, il a il a ce souci de moteur qui saute. Ça n'est pas arrivé avant. Est-ce qu'il a faké ce souci? Il y a plein de théories qui circulent. Je pense qu'il faut un peu se détacher de tout ça, reprendre un petit peu de calme sur la situation. Et on va d'ailleurs lire le communiqué des stewards pour voir à quel point je ne suis pas d'accord avec la pénalité et que certes, Alonso est un vicieux. Je pense qu'il y avait de la malice dans certains des mouvements qu'il a fait à ce virage-là. Est-ce que pour autant il y a pénalité? Non, on va lire ça. Alors, on va pas tout lire parce que c'est très long. Au début, ils expliquent qu'ils ont analysé la télémétrie, etc., etc. Et ça devient très intéressant en deuxième page avec déjà cette phrase. Spécifiquement, dans ce cas, les stewards n'ont pas considéré les conséquences du crash. Donc là, ils nous apprennent qu'en fait, en général, les conséquences font partie de la décision, du jugement. Et on regarde s'il y a eu accident, ça a une incidence sur la taille de la pénalité ou pas. Alors qu'on sait, on devrait toujours juger l'acte et non la conséquence. Si un mouvement est dangereux, peu importe s'il a provoqué un accident ou pas, il est dangereux. Bon, là, cette phrase, j'avoue que je n'ai pas compris quand je l'ai vu écrit. Ensuite, ils disent noir sur blanc qu'ils n'ont pas d'informations suffisantes pour savoir si Alonso a fait cette manœuvre exprès pour tenter de causer des problèmes à Russell. Donc voilà, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait s'arrêter là. Ils ne savent pas si Alonso l'a fait exprès pour causer du tort. Donc voilà, pour moi, pas de pénalité d'entrée de jeu. C'est pas la raison pour laquelle ils l'ont pénalisé, justement, on va voir ça. Après, ils nous disent qu'Alonso, oui, avait le droit de prendre le virage différemment, comme il l'entendait, et que non, il n'est pas responsable du dirty air qui a causé l'accident, encore heureux. Mais après, il se base sur le fait qu'il a freiné de manière vraiment non conventionnelle, comme jamais il ne l'a fait de la course, comme personne ne l'a jamais fait de la course, pour dire que du coup, ça tombe sous le coup de l'article qui dit qu'on n'a pas le droit de conduire de manière erratique. En gros, je pense que c'est la manière réglementaire de dire qu'il considère qu'Alonso a fait un break check et que sa conduite a été dangereuse pour Russell. Or, c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Je pense qu'un pilote a le droit de freiner un autre quand il l'entend. De nombreux cas sont ressortis sur les réseaux sociaux de pilotes qui freinent avant le DRS, qui gênent l'autre, etc. parce que tu défends comme tu veux défendre. Donc je suis pas d'accord avec ce truc-là. Effectivement, si ça avait été un vrai break check en bonne et due forme comme Vettel sur Hamilton ou plutôt Hamilton sur Vettel, enfin l'un des deux à Bakou, je me rappelle plus l'ordre, là oui, ok, un break check c'est dangereux. Mais pour moi, ce qu'a fait Alonso, j'avais pas ça vraiment un break check. On est peut-être à la limite d'une action dangereuse parce que c'est vrai que le premier coup de frein à 100 mètres de la ligne, vraiment du vrai point de freinage, il est bizarre, il est chelou, mais Russell avait de l'écart et quand on voit au moment où Russell décroche, c'est pas parce qu'il est surpris par Alonso et surfreine, non, c'est parce qu'il s'est rapproché et que du coup ça crée de l'air sale, pas parce qu'Alonso lui fait un coup dangereux entre les deux voitures. Donc franchement, je suis un peu déçu de cette pénalité parce que pour moi elle ouvre un peu une boîte de Pandore et on va être bien embêté lors des prochaines courses parce que maintenant il va falloir juger chaque point de télémétrie de chaque pilote. Ah, il a freiné 50 mètres trop tôt, ça se fait pas, c'est bizarre, c'est erratique. Donc c'est bizarre. Je suis pas du tout d'accord pour ouvrir ce chapitre-là. Pour moi, les cas de conduite erratique ne devraient être qu'absolument évidents. Et là, ils ne jugent ça que parce qu'il y a eu accident. Ils nous disent qu'ils jugent pas les conséquences, mais n'importe quoi. Si Alonso avait freiné 100 mètres plus tôt et qu'il n'y avait pas Russell derrière et qu'il n'y aurait pas eu accident, ils n'auraient jamais pénalisé Alonso pour conduite erratique. Donc bref, je suis pas d'accord. Je crois que la plupart des gens ne sont pas d'accord d'après les avis que j'ai vus à droite à gauche et les sondages. Je veux bien votre avis dans les commentaires. Pour moi, c'est dangereux d'ouvrir cette boîte de conduite erratique. Il y a vraiment des cas dangereux. Je pense que celui-là... Ok, le coup de frein, il est un peu bizarre, mais il y a de la marge et c'est pas vraiment pour moi un vrai break check. Donc voilà, je n'aurais pas mis cette pénalité. Voilà, je veux bien vos avis.
Sinon, pour rebondir sur Aston, un week-end un petit peu compliqué. Cette fois, ils n'ont pas du tout réussi à jouer, notamment en qualif où Alonso, les 2 dernières fois, s'était souvent montré et avait fait quelque chose de très bien, même à Jeddah. Du coup, ça part de plus loin. Le wagon Red Bull, Mercedes, Ferrari, il est injoignable. Ça joue un peu avec les Mercedes, mais c'est quand même compliqué. Heureusement, Alonso profite d'une virtual safety car qui allait lui offrir plus de points que ce qu'il n'aurait dû prendre normalement. On rappelle qu'il s'était qualifié derrière Lance Stroll avec une erreur en Q3 et que globalement, j'ai trouvé un Lance Stroll plus propre que lui ce week-end. Je pense que je lui mettrai une meilleure note dans les notes qui arrivent juste après. Donc voilà, Aston a pris ce qu'elle pouvait prendre, les petits points. Alors du coup, avec les malheurs de Mercedes, elle est la 4e meilleure équipe ce week-end, mais pour moi, même si c'est le week-end où ils scorent le plus, comptablement, je trouve que dans la hiérarchie, dans l'aspect, dans la performance, ouais, c'est peut-être leur moins bon week-end des 3. Ça rappelle en tout cas celui de Bahreïn, où ils étaient un petit peu esselés, sans solution dans la fin du top 10. Bon là, il y a eu 3 abandons devant eux, donc forcément, ça a ouvert des places et il y a plus de points. Mais ouais, je trouve que c'est pas un week-end encourageant pour Aston. C'est tout l'inverse pour Racing Bulls qui, ça y est, a ouvert son compteur et a même pris 6 points avec les déboires des uns et des autres. Alors forcément, c'est dû aux 3 abandons de devant et à la pénalité d'Alonso parce que sinon, Tsunoda, il fait 11e et on n'aurait peut-être pas le même discours. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont de la performance sur un tour. Tsunoda était déjà passé en Q3 à Jeddah. Il passe là encore une fois. Et en course, ils n'ont pas dégringolé comme ça avait été le cas les 2 dernières fois. La stratégie a été bonne, ils ont mené une course propre et ils ont fait le meilleur résultat possible. Ils sont, oui, au classement et sur la piste, la 6e force. Ils ont un petit peu de marge même peut-être maintenant sur les 4 écuries de derrière, alors que pourtant début de saison, ils étaient vraiment au beau milieu du paquet. Donc voilà, c'est très positif pour Racing Bull ce week-end. Ça démarre, la saison démarre enfin, j'ai envie de dire. Et maintenant, à eux de construire à partir de là pour solidifier cette 6e place, devenir un candidat de plus en plus crédible de manière régulière au point, peut-être même aller embêter Aston Martin, Mercedes, qui se trouve pas si loin devant finalement sur cette course, même s'il y a encore un petit écart. Donc bref, c'est un week-end extrêmement positif pour Racing Bulls. On pensait qu'ils allaient démarrer très fort et peut-être un peu s'écrouler. En fait, c'est peut-être l'inverse, ils vont nous faire comme l'an dernier. Ils démarrent mal, ils ont beaucoup de boulot à faire sur les premiers Grands Prix, et finalement, au fur et à mesure de la saison, ils finissent par devenir la 5, 6e force comme ils l'étaient à la fin. Côté pilote, on ne peut que saluer le boulot absolument parfait de Yuki Tsunoda, 8e en qualif, du coup 7e en course après la pénalité, en tout cas une course parfaite et un week-end parfait. Il a eu le rythme excellent le samedi comme le dimanche, et même Helmut Marko, qui d'habitude ne l'aime pas trop, lui a fait des louanges. Donc ça, clairement, on est sur un Yuki Tsunoda très performant et qui du coup dans ce marché des transferts devient un pilote de plus en plus crédible. Je pense à Aston Martin, s'ils perdent un pilote, je pense pourquoi pas même à Audi, selon comment les choses tournent. Ouais, Yuki Tsunoda, moi, vous le savez, je vais peut-être bientôt lui devoir des excuses parce que c'est un gars en qui j'ai jamais trop cru sur le moyen long terme. Là, s'il répète les performances comme il l'a fait là, comme il l'a fait à Jeddah, comme il l'a fait à Bahreïn avant que ça se dégrade un peu sur la fin de course, ouais, il va devenir un gars qui peut s'inscrire sur la durée et même qui va peut-être faire mieux que ce qu'on pensait. J'avoue que quand il a sorti sa grosse perf en Q3, je me suis dit mince, ouais, Yuki, ça fait quelques années que peut-être je le considère pas à sa juste valeur et que je m'endors un petit peu sur son cas. Donc ouais, il me fait un peu reconsidérer son niveau. Attention, son coéquipier n'y est pas du tout pour l'instant. Ricardo, c'est la catastrophe, on en parlera bientôt. Donc forcément, il est un peu plus mis en valeur. Et il faut se rappeler aussi que quand Lawson est arrivé, il a été dans ses roues, voire même parfois devant, directement sur les premiers Grands Prix. Donc un pilote est toujours très dur à juger dans l'absolu. Mais voilà, en tout cas, le boulot de Yuki Tsunoda actuellement, il est parfait. Et Ricardo, pour en dire un mot, c'est tout l'inverse. Attention quand même à nuancer parce que, bon, il sort des limites de piste en Q1 et c'est pour ça qu'il est éliminé en Q1, sinon il passait en Q2, il y avait de la performance et son Grand Prix, et franchement sur un rythme en dessous de Tsunoda, oui, mais qui est plutôt pas mal alors qu'il doit se battre dans le peloton, il a fait aussi quelques dépassements. Bref, c'était la meilleure course de Ricardo. Malheureusement, quand on s'appelle Ricardo et qu'on a les ambitions et le CV et le statut qu'il pense avoir, voilà, même ces 3 courses-là mauvaises, il ne peut pas se les permettre. Et pour l'instant, le compte n'y est absolument pas. Donc voilà, le mot ultimatum a déjà été prononcé. Alors attention, puisqu'il vient de la presse néo-zélandaise, Lawson, etc. Bref, je prends ça avec des pincettes, mais ce qui est sûr, c'est que Daniel Ricciardo doit performer là, très vite. Sinon, Marco, tout ça, voilà, ça le fera pas. Non seulement pour Red Bull, mais peut-être même pour rester tout court. Donc attention à pas répéter le schéma McLaren et à se sentir à l'aise le plus rapidement possible dans cette voiture. On continue de descendre avec Haas qui marque 3 points, les 2 pilotes dans les points. Alors attention évidemment à ne pas en voir trop beau, puisque je l'ai dit, il y a 3 accidents devant. Donc si ça avait fait la même course à Bahreïn, ils auraient fait 12 et 13, et bon, quasiment personne n'en aurait parlé. Mais ce qui est sûr, c'est que Haas, c'est la voiture inverse de l'an dernier. En qualif, ils sont
ok, des fois, mais en tout cas c'est moins bien que l'an dernier, et en course c'est l'inverse, c'est une voiture qui enfin a du vrai potentiel en course, qui remonte le dimanche, et ça c'est la clé pour pouvoir espérer quelque chose dans ce deuxième partie de tableau qui est très serré. Ils sont meilleurs pour l'instant que tout le monde en bas, sauf Racing Bulls et Tsunoda, donc voilà, ça leur permet d'être à la porte des points à chaque fois, et si ça s'ouvre, de les prendre. Là, Hülkenberg a encore une fois été parfait, pourtant il s'était fait éliminer en Q1 et battre par Magnussen, ça arrive très rarement au final. Donc voilà, il a réussi à faire ça et en course il est remonté, on a demandé de swapper les positions, il avait encore une fois plus de rythme que son coéquipier et il a pris le maximum de points possible pour Haas, donc encore une fois Hülkenberg parfait pour l'équipe. Et Magnussen, bien mieux, c'était déjà un petit peu mieux à Jeddah où non seulement il avait servi l'équipe en se sacrifiant un petit peu, mais déjà son rythme était un petit peu plus proche de celui d'Hülkenberg, et là il le bat en qualif. Et oui, il est moins rapide, mais de moins beaucoup, avec un écart moins grand. Voilà, c'est plus français, avec un écart moins grand que d'habitude. Donc franchement, c'est mieux pour Magnussen qui sort son meilleur week-end de la saison. Et j'ai pas fait le chiffre comme ça dans ma tête, mais peut-être son meilleur week-end depuis très longtemps. Je sais pas depuis quand. J'étais pas sorti d'un week-end en étant aussi satisfait, ou même satisfait tout court, du job de Kevin. En tout cas, très satisfait du début de saison de Haas au global. 4 points déjà. Je les voyais peut-être pas prendre 4 points sur l'ensemble de la saison. Le Haas version Komatsu a construit une voiture très saine, basique, propre, mais qui a des vraies qualités et qui a gommé les défauts de l'an dernier, donc ça franchement c'est très bien, et dans l'exécution c'est très propre, donc Haas pour l'instant rien à dire. Dans ma moyenne des équipes, je crois qu'ils sont à égalité avec Mercedes, non même devant Mercedes, 4ème place, ça veut tout dire, donc voilà, c'est bravo Haas, c'est des points mérités qui vont compter à la fin de championnat. Et puis il y a 3 équipes qui elles sont toujours à 0 points en commençant par Alpine. Pourtant il y avait du mieux, hein, encore une fois, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait vu en course à Jeddah. Les Alpines se montrent un peu plus à la bagarre avec les autres de la deuxième partie de tableau, mais pour l'instant avec encore un petit cran de retard pour aller vraiment jouer les places qui s'ouvrent dans les points. Ocon passe quand même en Q2, et puis il faut aussi dire qu'il est malchanceux, il prend un tir-off qui l'oblige à faire un arrêt de plus, et c'est vrai qu'au moment où il s'arrête à cause de ça, il se bat avec Magnussen qui a terminé 10ème. Je pense pas qu'il y aurait eu des points pour Alpine, parce que quand on voit les vrais rythmes des équipes, bon, c'était quand même un petit peu compliqué, on a vu Ricciardo qui a passé Gasly, etc. Bref, je pense que ça l'aurait pas fait pour un point, mais il y aurait eu un meilleur résultat que ce qu'il y a eu sur le papier. Gasly a aussi eu des soucis de boîte de vitesse, je crois, en Q1, donc potentiellement on aurait eu les 2 Alpines en Q2. Bref, il y a du mieux, et comme aussi Esteban l'a dit, ça fait 2 week-ends de suite qu'ils prennent le meilleur résultat qu'ils peuvent. C'est très loin d'être le résultat qu'on voulait en début de saison et qu'on espérait, mais au moins il faut reconnaître qu'il n'y a pas forcément de bévue en course. Voilà. Maintenant, pas plus à dire, ce qu'il faut chez Alpine, on va se répéter, c'est des évolutions. Je ne pense pas que de grosses arriveront au Japon, parce que quand même c'est assez loin de la base, mais Imola, le retour en Europe, c'est là qu'on commencera à voir si Alpine fait la progression qu'il doit faire pour sauver cette saison qui démarre très mal. Mais au moins là, ce week-end, c'était propre et un peu mieux. Je peux pas en dire autant de Stake, hein. Bon bah voilà, la performance elle est toujours très moyenne, on sent quand même qu'il y a quelque chose à faire, hein. Bottas, qui a fait d'ailleurs un très bon week-end dans l'ensemble, est passé en Q2, il y a quelque chose, mais voilà. Un peu comme l'Alpine d'Ocon, la Stake de Bottas, elle a un cran de retard encore sur ceux qui jouent vraiment les potentiels points dans la deuxième partie, donc c'est compliqué. Et on a en plus un Guan Yu Zhou qui ce week-end n'a pas été bon puisqu'il s'est foiré en qualif, donc du coup bah, comme la semaine dernière, il a gâché son week-end le samedi, et bah, du coup à partir de là, le dimanche, il n'y a plus rien à espérer. Puis voilà, le gros souci chez Stake, ça reste cet énorme problème d'écrou de roues sur les arrêts au stand. Encore une fois, 2 arrêts complètement foirés, c'est une catastrophe. Les stats d'arrêt sont honteuses de la part de Stake, vraiment c'est horrible. Je ne sais pas comment ils font pour avoir un problème aussi récurrent sur un truc qui pose pas tant de problèmes normalement. Bref, il faut au moins se dire que ça va être réglé d'ici l'arrivée d'Audi, mais ouais, équipe déprimante pour l'instant et qui est logiquement à 0 points. Et puis on a Williams, sacré week-end chez Williams, finalement tout ça pour 0 points. Bon, on va rappeler l'histoire, le crash d'Albon en FP1, une voiture qui n'est pas réparable, et bah il n'y a pas de châssis de rechange, et oui, c'est la triste réalité de l'hiver 2024 de Williams. James Valls a été très honnête là-dessus, Williams a vécu un hiver d'horreur, et on l'a vu d'ailleurs sur les premières courses, ça manque de mise au point, ça manque de pièces, d'assemblage. Voilà, il y a l'histoire du calendrier Excel avec toutes les pièces listées qui est une horreur à lire, et donc il y a plein de process à changer chez Williams, pardon. Et donc voilà, la voiture elle était prête pas à temps pour les essais hivernaux, pas à temps pour la première course, il a fallu l'assembler un peu en catastrophe le samedi de Bahreïn il me semble. Donc ouais, la triste réalité de Williams aujourd'hui, c'est qu'elle est tellement à la ramasse avec une équipe qui a 20 ans, 30 ans de retard, que changer tout ça prend du temps monstrueux, et que les gros travaux de cet hiver bah, ont causé du retard. Donc ouais, aujourd'hui il n'y avait que 2 voitures de dispo, et ce sera encore le cas au Japon, et encore s'ils ont réussi à réparer l'épave d'Alexander Albon. Donc ouais, c'est une situation compliquée.
Pour ce qui est du choix de donner le châssis de Sargent à Albon, bah forcément, il y a deux écoles, donc maintenant ça remonte un petit peu à chaud, il y aurait eu plein de choses à en dire, je vais pas vous faire une vidéo spéciale dessus, mais j'aurais pu dans le week-end si jamais les conditions s'y étaient prêtées. Mon avis global, c'est que d'un point de vue purement logique sportive, évidemment, si tu n'as qu'une voiture, tu la donnes à Albon parce que c'est le seul des deux qui peut te rapporter quelque chose. Williams avait performé ici l'an dernier, il y avait peut-être une chance. Un point pour Williams, ça peut tout changer. Donc oui, évidemment, d'un point de vue purement sportif logistique, c'est la décision à prendre. Elle est très dure, mais c'est la décision à prendre. La question ensuite, c'est d'un point de vue humain. Je ne parle pas tant du côté de faire payer à Albon son erreur, parce qu'un crash en essai libre, bon voilà, ça arrive. Si c'était pas ici en Australie qu'il y avait eu un châssis de rechange, on s'en souviendrait même déjà plus. Ça arrive. Le souci, c'est plutôt dans la gestion humaine de Sargent, parce que là, si on veut tuer un pilote, il n'y a pas plus facile à faire, c'est évident, et surtout, ça lui tue sa crédibilité. Là, on est tous à se demander, bah alors pourquoi vous l'avez prolongé? Certes, il est moins bon qu'Albon, mais s'il est moins bon au point que s'il n'y a qu'une voiture, bah oui, il faut surtout pas lui donner. À ce moment-là, pourquoi vous l'avez gardé quoi? Donc bon, mal au cœur pour Logan, décision que finalement je n'aurais peut-être pas prise, parce que certes un point c'est important pour Williams, mais je pense que tenter de faire évoluer Sargent, ça l'était plus. Et à l'arrivée, malheureusement, il passe à un rien des points. C'est dur, mais quand même, on sent que cette Williams, pour l'instant, n'a pas la performance pure d'être dans les points, ni même d'être la meilleure des autres. Voilà, elle n'a plus sa vitesse folle en ligne droite, et elle n'est pas très efficace dans les virages. Donc pour l'instant, chez Williams, c'est très compliqué. Et vous, à la place de Valve, qu'auriez-vous fait? Je ne sais pas, c'est très compliqué. Et imaginez la situation se reproduit au Japon, Albon se recrache en essai libre. Est-ce que vous redonnez la voiture de Sargent à Albon? Je pense pas. Je pense pas parce que ce sera la deuxième fois, ce sera un petit peu trop. Donc c'est un choix délicat. Sargent aussi, attention, maintenant il a la pression parce que si c'est lui qui se crache au Japon, attention, ça renvoie la balle dans son camp. Alors que là, il a pour la première fois peut-être de sa carrière gagné un petit peu d'affection de la part du public, parce qu'on a tous eu un peu de la peine pour lui. Je pense pas par contre que ce choix, ça veut dire qu'il sera forcément dehors en 2025. Pour moi, ça change rien. Ça va se jouer sur le niveau sportif qu'il va avoir dans cette saison. Voilà, il aura maintenant 21 occasions de prouver qu'il mérite de rester, et c'est pas parce qu'il n'a pas couru en Australie où il aurait fait derrière Albon une 15e place au mieux que ça change toute la perception que l'équipe va avoir de lui. Non, voilà. À l'instant T, il était moins fort, il y avait qu'une voiture, ça s'est joué comme ça. C'est compliqué, et ça rappelle que ce Williams est très 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 malade quand même, profondément, 30 ans de bêtises, et qu'il faudra juger le Williams de Valve en 2026, en 2027, quoi. Mais c'est violent. Avant de vous quitter, un petit point classement pour la première fois de la saison, car ils sont très intéressants, évidemment, seulement 4 points d'avance pour Verstappen sur Leclerc, 5 sur Perez, 11 sur Carlos Sainz. Derrière, on retrouve les McLaren, Russell qui s'en sort bien mieux qu'un Hamilton qui n'a que 8 points, et les deux Aston avec tout ce qui s'est passé pour Stroll ce week-end et Alonso. Lenz a bien pu remonter sa cote par rapport à notre ami l'Espagnol Fernando. Au constructeur, c'est aussi intéressant puisqu'on n'a que 4 points d'écart entre Ferrari et Red Bull, ça je pense qu'on peut vraiment avoir une lutte. McLaren pour l'instant solide 3ème force, petit duel Mercedes-Aston pour la 5ème, et Racing Bulls et As qui ont pour l'instant fait la différence sur les équipes du fond de classement. Côté notes, les voici, je ne prends pas forcément le temps de les détailler puisqu'elles suivent tout ce que j'ai dit dans la vidéo, et de toute façon ça fait maintenant plus de 48 heures que la course a eu lieu, on a eu le temps de voir tous les débriefs, de bien revoir la course des uns et des autres, donc je pense que ces notes ne surprendront pas grand monde évidemment. Vous pouvez voter vous aussi en description, il y a un Google Doc, et me dire directement dans les commentaires s'il y a une note ou deux qui vous dérange, que vous rehausseriez, que vous baisseriez. Je vous rappelle que c'est grâce à l'avis de tous que j'ajuste ces notes et qu'à la fin, on tente d'obtenir la moyenne générale la plus représentative de notre avis à la fin de la saison. Donc voilà, je vous invite à voter. Allez, avant de vous quitter, un petit bonus Formule 2 pour saluer évidemment Isaac Hadjar. Incroyable week-end, on le dit depuis le début de saison, il a le rythme pour jouer le titre, sauf qu'il s'est déjà fait voler 35 points je crois sur les 2 premiers week-ends, alors qu'il n'a absolument rien fait de mal. Ça a démarré très mal aussi ce week-end puisqu'en qualif on l'interdit avec un drapeau jaune de faire le dernier tour de la fin de la qualif, et donc forcément il peut pas faire mieux que 8ème alors qu'il avait le rythme pour faire un minima top 3, top 5, donc voilà, il se fait voler des places. Il gagne de très belle manière la course sprint où il a explosé les autres, il avait largement plus de rythme. Il y a cette pénalité. Bon, on aura des avis, je pense que sur un départ comme ça, c'est compliqué de mettre une pénalité. Bon voilà, évidemment, il aurait peut-être dû voir dans ses rétros et tout, mais il peut pas deviner que Marty va arriver, je suis même pas sûr qu'il puisse le voir dans ses rétros. Donc déjà, rien que pour ça, je suis pas sûr que la pénalité se vaille. Mais en plus, je suis très énervé par le fait qu'ils aient mis 10 et pas 5, alors que d'habitude on met quasiment toujours 5.
Quand on voit en plus que notre ami Tsolov qui a pété un plomb et qui a mis un pilote dans le mur en essai libre en Formule 3, lui n'a pris que 3 places de pénalité. Bref, ça n'a pas de sens de pénaliser aussi lourdement Isaac là-dessus, ça n'a aucune cohérence par rapport à ce qui a été fait. Et surtout, je suis en colère que la pénalité, elle ait été donnée 4 heures, 5 heures après la course, je sais même plus. Parce que s'il l'avait su pendant la course, peut-être qu'il aurait pu bomber encore plus et creuser l'écart. En plus, c'est une course où il y a eu 2 safety cars, où il n'a pas pu s'échapper. Bref, il s'est fait voler, il aurait dû gagner samedi, c'est pas grave, il a gagné dimanche, où cette fois, la stratégie, la safety car est tombée au bon moment pour lui, ça lui était jamais arrivé en Formule 2. Bref, bravo Isaac, 4ème du général, des points de rattraper ce week-end malgré tout ce qui s'est passé. Et on le dit, il a le rythme pour être devant, pour être champion, pour être sur le podium du général. C'est bien, la quête F1 a pris un beau tournant ce week-end et on espère que ça va continuer. Allez, sur ce, j'ai trop parlé, mais il y avait beaucoup à dire sur ce débrief du Grand Prix d'Australie. J'espère que ça vous aura plu avec un format très libre, très free flow. On reprendra les bonnes habitudes d'un débrief un peu plus écrit pour le prochain week-end au Japon dans 2 semaines. C'est bien ce début de saison où il y a des écarts entre Grand Prix, ça nous laisse un petit peu le temps de respirer, mais aussi d'aller regarder la moto ou d'autres sports. Bref, merci à tous de votre écoute, petit like, petit abonnement si vous voulez me soutenir, et je vous dis à bientôt.